Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À mon fils Thomas, à Issour, Anne-Marie et Sébastien, je dédie ce livre. Avant-propos. Son énergie, son sourire bravache et sa faussette ont marqué d'une empreinte forte la mémoire des cinéphiles. En un peu plus de 70 films, Kirk Douglas a ferraillé sauvagement contre Tony Curtis, il s'est confronté, l'arme au poing, à Robert Mitchum et Burt Lancaster, il a aimé Barbara Stanwyck, enlacé Lauren Bacall et désiré Faye Dunaway. Avant même que sonne l'heure de la retraite, l'acteur avait entamé une seconde carrière de mémorialiste et de romancier. Publié en 1988, le premier volume de son autobiographie intitulé Le fils du chiffonnier a rencontré un succès mondial. Mais peut-être parce qu'il s'est beaucoup raconté lui-même, Kirk Douglas a été un peu dédaigné par la littérature de cinéma. Jusqu'à présent, aucun livre n'avait été consacré spécifiquement à l'étude de ses rôles et de son jeu. Le présent essai vient donc modestement combler un manque, non pas refaire le récit d'une longue vie d'artiste, mais plutôt partager les images d'un acteur qui voulut être maître de ses choix, montrer comment il a évolué devant les caméras, scruter ses postures, ses gestes et ses regards. À l'évidence, Kirk Douglas est une star, un acteur qui fait rêver tout à la fois Spartacus et Ulysse, mortel et demi-dieu. Kirk Douglas est aussi un auteur, au sens où l'entend Patrick McGilligan, c'est-à-dire un acteur qui résiste aux diktats du studio, qui domine les scénaristes et les réalisateurs ou du moins leur fait de l'ombre, qui retravaille constamment le matériau de sa propre vie et de ses convictions et se préoccupe d'esthétique. Acteur phare de la génération du désabusement, avec Robert Mitchum, Sterling Hayden et Richard Widmark, Kirk Douglas a imposé sans peine sa singularité. De tous, il était le plus rugueux, le plus cynique, le plus asocial et le plus névrosé. Comme l'observe Jean-Pierre Berthomé, il y a dans ces personnages les plus extérieurement forts une vulnérabilité extrême qui éclate dans leurs accès de violence rageuse. Dictionnaire du cinéma, Larousse. Assurément, Kirk Douglas a recherché les personnages tourmentés, meurtris par une blessure d'enfance ou le poids d'une faute. Il a privilégié les films qui se plaisaient à narrer l'histoire de leur rédemption, le récit de leur résilience. Les caractéristiques propres de Kirk Douglas, la vigueur d'un fauve associée à une relative instabilité psychologique, constituent un cocktail unique. D'où le sous-titre de cet ouvrage. La filmographie de Kirk Douglas est à l'image d'un martyrologue. Corps souillé, avili, mutilé, Kirk Douglas a subi tous les sévices avec une certaine délectation masochiste. Qu'importe au fond, les adversaires qu'on lui a opposés à l'écran, de l'emprise à l'arrangement, Kirk Douglas n'a pas eu de pire ennemi que lui-même. Malheureux en amour, il a été bien peu concerné par les joies familiales et la félicité de la vie conjugale. Fâché avec le happy end, il est mort plus souvent qu'aucune autre idole. Héros plébéien, il aura été le digne successeur de James Cagney dont le rapprochait un jeu tout en air et une constante, l'excès en tout, excès de vitalité, d'ego, d'émotion. Cet essai interroge la mythologie de la star en tant que phénomène sociologique et culturel. Avec le temps, Kirk Douglas s'est imposé dans l'imaginaire collectif en archétype du rebelle, un insoumis qui brandit le glaive contre l'oppresseur, un homme délivré de ses chaînes et qui allume le flambeau de la révolte dans la Rome ancienne, Spartacus, les tranchées de la Grande Guerre, les sentiers de la gloire ou les prairies de l'Ouest américain, l'homme qui n'a pas d'étoile. Ce livre ne se veut pas exercice d'admiration. La carrière de Kirk Douglas n'est évidemment pas exempte de critiques. Force est de constater que la seconde moitié de sa filmographie est en demi-teinte, surtout si l'on considère le haut standard de la première décennie. Quant à l'homme, il n'est pas dénué de paradoxes. Star souvent tyrannique sur les plateaux, Kirk Douglas fut aussi un producteur inspiré, auquel on doit des films qui traitent d'adultère, liaisons secrètes, l'arrangement, d'amours interraciales, La rivière de nos amours, Le dernier train de Gun Hill et même d'inceste, El Perdido. Dans l'Amérique encore puritaine et ségrégationniste des années 50 et 60, il fallait un certain courage. Kirk Douglas n'en était pas dépourvu, et quand il incarnait les rebelles et les sauveurs, sa voix portait loin. Le champion 1949. Chapitre 1 : Devenir Kirk Douglas. Venu du théâtre, comme beaucoup d'autres stars du grand écran, Kirk Douglas fit ses premiers pas au cinéma en 1946. Diplômé de l'American Academy of Dramatic Art de New York,
Il avait fréquenté les planches de Broadway, mais son expérience de comédien restait néanmoins limitée. Elle se résumait en tout et pour tout à quelques rôles modestes pour le théâtre Tamarack de Lake Pleasant et 4 pièces à Broadway. C'était peu, mais cette formation n'en fut pas moins déterminante pour la suite. Sunlight. Kirk Douglas courait les cachets au théâtre et à la radio, sans grand succès d'ailleurs, quand il apprit qu'une camarade de l'American Academy qui venait de tourner avec Humphrey Bogart avait œuvré en sa faveur auprès du producteur Al Wallis. Elle s'appelait Betty Persk, mais les studios l'avaient rebaptisée Lauren Bacall. Sans trop d'hésitation, Wallis engagea Douglas pour The Strange Love of Martha Ivers, son premier film, qui réunissait à l'affiche Barbara Stanwyck, Van Heflin et Elizabeth Scott. En France, ce mélodrame gothique allait être distribué sous un titre très différent de l'original, L'emprise du crime. 1946, l'année de sortie de L'emprise du crime, constitue un millésime exceptionnel dans l'histoire du cinéma américain. Plus de 80 millions de spectateurs se bousculèrent dans les salles obscures, et les majors réalisèrent des bénéfices records. C'est l'année où Burt Lancaster et Richard Widmark tournèrent leur premier film, respectivement Les Tueurs de Robert Siodmak pour le premier, Le Carrefour de la mort d'Henry Hathaway pour le second. Cette année-là, Robert Mitchum accéda au statut de vedette avec L'âme de fond et La vallée de la peur, après 26 films tout de même, et Glenn Ford connut son premier succès avec Gilda. On ne peut pas vraiment parler de jeunes premiers. Tous avaient déjà au moins 30 ans comme Kirk Douglas que Wallis ne sut trop comment utiliser dans un premier temps. Procédé habituel à l'époque, on prêta le comédien à un studio, en l'occurrence la RKO, où Kirk Douglas tourna La griffe du passé et Le deuil scié à Electre, l'adaptation d'une pièce de Jane O'Neill. C'est dans La griffe du passé que l'on perçoit pour la première fois la densité et le potentiel dramatique de Kirk Douglas. Comme Bogart, Robert Ryan et James Cagney, il était fait pour le film noir, ses ambiances nocturnes et poisseuses, sa violence et ses faux-semblants. Le cheveu blond roux, le visage anguleux marqué d'une profonde fossette au menton, Kirk Douglas participe de la vogue des tough guys, lancée après-guerre. En faisant de Mitchum, Mature ou Widmark des vedettes, les studios voulaient montrer que les playboys au physique parfait, tels Robert Taylor, appartenaient à un temps révolu. Visage de rapace et corps de fauve, Kirk Douglas était décidément à sa place. Dans La griffe du passé, sa personnalité énergique forme un contraste intéressant avec la nonchalance de Mitchum. Tout commence par une enquête que le gangster Whit Sterling, Douglas, commandite à Jeff Bailey, Mitchum. Chargé de retrouver la compagne de Sterling qui s'est prétendument enfuie avec $40 000, le détective en tombe amoureux, s'exposant aux foudres du truand. Dans ces quelques scènes avec Mitchum, Kirk Douglas parvient sans peine à installer un climat ambivalent, tour à tour caressant et menaçant, hâbleur et faussement amical. On le sent capable du pire et l'on s'attend à un déchaînement de violence. Douglas saute le pas dans L'homme aux abois, un film de Byron Askin. Trahison et vengeance sont au menu de ce deuxième film noir où Douglas partage l'affiche avec Burt Lancaster. Pendant que Frankie Madison Lancaster purge une peine de prison, Noel Turner Douglas, son ancien complice, s'est approprié le nightclub qui lui appartenait et a fait assassiner son frère. Le sourire en coin et l'œil aux aguets, Douglas joue, comme dans La griffe du passé, un homme dangereux et sans scrupules. La griffe du passé et L'homme aux abois ne décident pas du statut et de l'emploi de Kirk Douglas au cinéma. Et les 4 autres films dans lesquels l'acteur tourne en 1947 et 1948 correspondent mal à son potentiel. Il incarne un prétendant insipide dans Le deuil scié à Electre, un romancier à succès dans Ma chère secrétaire, un patron de journal dans La ville empoisonnée et un professeur de littérature dans Chaîne conjugale. Ce sont des rôles de notables qui fument la pipe au coin du feu et portent volontiers lunettes, nœuds papillons et peignoirs d'intérieur. Dans tous ces films, Kirk Douglas joue les utilités. Dans Chaîne conjugale, où il est crédité comme co-star au générique, il passe les verres et compte les points. Les mains enfoncées dans les poches de son smoking, Douglas ronge son frein. Il l'a dit dans Le fils du chiffonnier. Au cinéma, je jouais des rôles que je n'aimais pas dans des films que je n'aimais pas. Ambition. Sans surprise, c'est un film noir, Le Champion, qui fait accéder Kirk Douglas au rang de vedette. Comptant de nombreux atouts, un bon scénario, un bon casting, une belle photo signée Franz Planet, collaborateur de Murnau et Ophuls, Le Champion fixe pour longtemps les caractéristiques essentielles de Kirk Douglas à l'écran.
Dans Chaîne conjugale, il se lamentait : dans ce monde d'hommes, je ne suis pas un homme mais un professeur. Avec Le Champion, il amorce un tournant radical, en endossant son premier rôle physique et viril. À Hollywood, les personnages de boxeurs déchus sont alors à la mode. Après Burt Lancaster, dans Les Tueurs et Robert Ryan, nous avons gagné ce soir. Kirk Douglas peut enfin libérer son extraordinaire vitalité. Après cela, mon Dieu, on ne m'a jamais imaginé autrement que sportif. Photoplay Film Monthly, 1975. Le Champion est bâti sur un schéma classique, l'ascension fulgurante d'un self-made man suivie de sa chute, vertigineuse. Mitch Kelly, proche de la clochardisation, se sort d'affaire grâce à ses points. Au fil des combats, il gagne considération et aisance financière. Mais il devient arrogant et brutal avec ses proches, son frère, sa compagne. Bientôt abandonné de tous, il meurt foudroyé par une attaque cérébrale dans un vestiaire minable. Mitch Kelly n'est pas précisément sympathique, mais cela n'est pas fait pour déplaire au public américain de la fin des années 40, lassé des héros impeccables. Après-guerre, les spectateurs se sont en effet pris de passion pour les policiers véreux, les maîtres chanteurs, les vampes nymphomanes et les maris gigolos que promeut Hollywood. Kirk Douglas sait bien que la vertu est moins photogénique que le mal. Désormais, l'acteur s'emploiera à jouer celui que le public aime haïr plutôt que l'intellectuel raffiné. Dès le début du Champion, Mitch Kelly affiche la couleur. Chacun pour soi, les types bien ne gagnent jamais leur vie. Et de proclamer son ambition, je réussirai. J'aurai du fric, on m'appellera monsieur. Je vais devenir quelqu'un. Dans les années qui suivent, nombre de personnages joués par Kirk Douglas sont calqués sur Mitch Kelly. Ainsi Charles Tatum, un journaliste cynique et en mal de scoop, qui, dans Le Gouffre aux Chimères, orchestre un énorme battage médiatique autour du sauvetage d'un homme coincé dans une galerie de mines. Quitte à devoir ralentir les secours pour faire durer le suspense, il transforme un banal fait divers en feuilleton palpitant. Son attitude irresponsable causera la mort du mineur. Le Cercle infernal, réalisé par Henry Hathaway en 1955, est une variation encore plus évidente du Champion. Ici Douglas, Gino, est coureur automobile, c'est un arriviste infect qui, dénué de scrupules, perd l'estime de ses proches au fur et à mesure de son ascension. Le Cercle infernal est construit comme un mélodrame, une matrice dans laquelle s'inscrivent nombre de films noirs. Victime d'un terrible accident, Gino se rétablit et n'hésite pas à employer tous les moyens pour gagner. Contrairement au Champion, le film se solde par un happy end et la rédemption de Gino. Durant cette période, le personnage de Jonathan Shields reste certainement l'une des plus belles interprétations de Kirk Douglas. Le producteur des Ensorcelés est un composé de Faust et de Méphistophélès, un manipulateur né qui, pour réaliser ses projets, a trahi le cinéaste Fred Amiel, la starlette Georgia Lorison et le scénariste James Lee Bartlow. Mais il est vrai que sans lui, Amiel n'aurait pas obtenu 6 Oscars, Lorison serait resté une ivrogne et Bartlow n'aurait pas écrit un roman couronné par le prix Pulitzer. Plus que la réussite financière, c'est la réussite artistique que vise Shields, comme le trompettiste de La Femme aux Chimères qui méprise le succès commercial et en refuse les facilités. En fait, les personnages animés par l'appât du gain sont assez rares dans la filmographie de Kirk Douglas. Il s'agit essentiellement de Mitch Kelly et des Truands de la Griffe du passé et L'Homme aux abois, deux films déjà évoqués. Mais il y a tout de même un escroc qui mérite le détour, Jim Fallon, patron de scierie dans la vallée des géants, qui rêve de faire fortune en exploitant des forêts de séquoias. Les affaires, c'est pragmatique et froid, déclare-t-il. Faille. Kirk Douglas est devenu vedette en exposant un torse puissant à la convoitise des spectatrices. J'étais probablement le premier homme à Hollywood qui eût dû se dénuder pour obtenir un rôle, ironise-t-il dans Le Fils du chiffonnier. Dans la suite de sa carrière, il continuera de montrer qu'il est un acteur physique. Trapéziste dans Histoire de trois amours, il est jongleur dans le film éponyme d'Édouard de Mitrique, harponneur dans 20 000 lieues sous les mers, où il affronte sans hésitation une pieuvre géante, il incarne la même année Ulysse, figure du surhomme par excellence. Plutôt que persévérer dans ce registre, Kirk Douglas recherche ensuite les rôles qui peuvent lui permettre d'explorer d'autres facettes de son jeu. Dans le 2e volume de son autobiographie, J'ai croisé la chance par accident, il donne une clé qui permet de comprendre comment il a appréhendé ses personnages.
lorsque j'interprète un dur à cuire au cinéma, je recherche toujours sa part de faiblesse. Réciproquement, quand j'incarne un personnage fragile, j'essaye d'en déceler la vigueur. Dans les années 50, la démarche n'a rien d'iconoclaste. L'ascension de Kirk Douglas coïncide avec l'émergence des Sensitive Young Men, Marlon Brando, Montgomery Clift ou James Dean. Ces jeunes acteurs, qui se réclament de l'enseignement de Stanislavski, s'imposent en jouant des personnages vulnérables et font voler en éclats la représentation traditionnelle du héros hollywoodien, mâle et sûr de lui. Bien sûr, le système de jeu de Kirk Douglas est fort éloigné du leur. Mais le succès populaire de la génération Actors Studio l'encourage probablement à rechercher des rôles d'anti-héros. Jonathan Shields, le producteur des Ensorcelés, peut ainsi être envisagé comme un faux tyran. N'est-il pas un homme qui joue à qui perd gagne, ne tient pas l'alcool, s'endort au moment décisif, avance de coups de chance en conjonction favorable, préfère esquiver les conflits plutôt que de les affronter? Par ailleurs, la sourde fureur de Van Gogh, les accès de désespoir de Doc Holliday, règlement de compte à Oka Corral ou Jack Andrews 15 jours ailleurs, la violence rageuse de Jonathan Shields, les Ensorcelés, et du cow-boy Dempsey Ray, l'homme qui n'a pas d'étoile, ne sont-elles pas les manifestations d'un déséquilibre? Impuissants à affronter l'adversité, inadaptés à leur environnement, les personnages de Douglas expriment un mal-être que l'on n'attendait pas de prime abord chez un acteur de cette trempe. Moins connu que les rôles précédemment cités, le jongleur qu'il incarne en 1952 dans un film d'Édouard Dmytryk en est une parfaite illustration. Kirk Douglas endosse l'identité d'Hans Müller, un déporté juif qui a survécu à la Shoah et se réfugie en Palestine. Mais traumatisé par l'expérience des camps où il a perdu sa femme et ses enfants, Müller ne trouve sa place nulle part. Devenu paranoïaque, il frappe un policier juif qu'il assimile dans son délire au séide du nazisme. Constamment au bord de la crise de nerfs, le jongleur est peut-être le premier rôle qui donne à Kirk Douglas la possibilité de déployer toute la gamme de son jeu fébrile et une émotivité irrépressible. Cette figure tragique préfigure l'exceptionnelle composition de l'acteur dans le rôle de Van Gogh. Névrose. Pour les personnages incarnés par Kirk Douglas, l'ébriété constitue une forme d'échappatoire. Fuite hors du temps, des contingences ou des pressions sociales dans l'emprise du crime, la femme aux chimères, les ensorcelés, la vie passionnée de Vincent van Gogh, règlement de compte à Oka Corral, 15 jours ailleurs et première victoire. Héros en crise et désorientés, les personnages douglasiens vivent dans le regret d'un passé accent aigudénique, la nostalgie d'un ordre désormais perturbé. Leurs problèmes d'identité se cristallisent dans une détermination névrotique. Ainsi, pour Bix le trompettiste de la femme aux chimères, il s'agit de trouver la note unique, une note que personne n'a jamais entendue. Dans Une corde pour te pendre et Histoire de détective, le respect de la loi est pour les héros un dogme presque intégriste. De même, l'atteinte du but qu'ils se sont fixés est obsessionnelle chez Jonathan Shields, Van Gogh, Gino et Dempsey Ray. L'architecte de liaison secrète verbalise, quant à lui, son mal-être d'une formule qui aurait pu convenir à tous ses personnages. Si je ne m'extériorisais pas, j'imploserais. La folie guette. Hans Müller, le jongleur, Van Gogh, mais aussi Jack Andrews, 15 jours ailleurs, et Eddie Anderson, l'arrangement, tous sont à un moment ou à un autre internés en hôpital psychiatrique. Pour Michael Henry, la conclusion s'impose d'elle-même, l'asile psychiatrique est le seul refuge pour l'artiste qu'on empêche de créer. Kirk Douglas retourne à l'hôpital psychiatrique dans Holocaust 2000, mais ici c'est son fils qui le fait passer pour fou, alors qu'il est parfaitement sain d'esprit. Comment oublier, par ailleurs, que le rôle de McMurphy, le journaliste qui se fait volontairement interner dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, a fasciné Kirk Douglas? En 1963, il a joué ce personnage quelques semaines à Broadway. Mais c'est Michael Douglas qui concrétisera, 12 ans plus tard, l'adaptation cinématographique dont son père n'a fait que rêver. Le fait de n'avoir pas pu être McMurphy au cinéma restera comme l'un des grands regrets de Kirk Douglas. Rédemption. La persona de Kirk Douglas ne s'est pas seulement bâtie sur les névroses. Les personnages incarnés par l'acteur sont souvent taraudés par un fort sentiment de culpabilité. Suivant une dramaturgie toute hollywoodienne, le récit fait l'exposé de leur reconstruction. Une corde pour te pendre, La femme aux chimères, 15 jours ailleurs et l'arrangement peuvent être vus comme les films d'une résurrection, à tout le moins.
le récit du chemin parcouru pour s'accepter soi-même. Ainsi, dans Une corde pour te pendre, le shérif Lon Merrick applique-t-il la loi avec une abnégation qui confine au fanatisme. Son intransigeance est la résultante des reproches qu'il se fait à lui-même et des regrets qui le minent. J'ai laissé pendre mon père. Si j'avais défendu la loi au lieu d'essayer de décider ce qu'est la justice, mon père serait peut-être toujours là. La même année, Douglas interprète un personnage très proche dans Histoire de détective. MacLeod témoigne de la même radicalité que Merrick. « Je devrais vous tomber dessus comme l'épée de Dieu », dit-il à un suspect. L'acharnement que met Jim MacLeod à traquer les criminels vise aussi à effacer le souvenir d'une faute. Un jour, il a libéré trop promptement un malfrat, sous-estimant sa dangerosité. Peu après, celui-ci a commis un hold-up et MacLeod lui a tiré une balle dans la tête. Ce meurtre, il ne se le pardonne pas. Et MacLeod ne supporte pas que les criminels vivent dans l'impunité. Le châtiment nécessaire du délinquant renvoie à la haine que MacLeod éprouve envers son père. Chaque jour de mon enfance, j'ai vu mon père avec son esprit de criminel abuser, tourmenter ma mère et l'envoyer directement à l'asile. Elle y est morte. MacLeod s'exprime presque comme un psychopathe. Je vous mettrai une balle dans la tête et vous larguerai dans l'East River. Puis je rentrerai chez moi et je dormirai bien, déclare-t-il à une crapule notoire. Ce que nous montre Histoire de détective, c'est une tempête sous un crâne. J'ai construit toute ma vie sur la haine de mon père et tout ce temps il était en moi, il riait. Peut-être qu'il pleurait. La relation difficile au père est un thème lancinant dans la filmographie de la star. Elle a une résonance particulière dans sa propre vie. Pour un énarre qui partage une vraie complicité avec son géniteur dans Les Vikings, combien de Walter O'Neill, L'emprise du crime, de Jonathan Shields, Les ensorcelés, d'Evangelos, L'arrangement, privé de l'affection d'un père. Virtuosité. Après 10 ans devant les caméras, l'aptitude de Kirk Douglas à jouer des personnages tourmentés et inadaptés trouve une forme d'aboutissement en 1955 avec le rôle du cow-boy Dempsey Ray, dans L'homme qui n'a pas d'étoile. L'acteur n'a pas produit ce western, sa société baptisée Brina, le prénom de sa mère, sera créée l'année suivante, mais il est en position d'en contrôler le scénario et le tournage. Il ne s'en privera pas. Dans ce film très rythmé, Kirk Douglas met au point une alchimie complexe entre tragédie et fantaisie qui reste une caractéristique de sa persona. Dempsey Ray est tour à tour un homme désespéré et un histrion, et c'est tout le talent de Douglas que de faire basculer une scène de la comédie au drame, dans une rupture de ton radicale, sans qu'il perde pour autant sa crédibilité. Espiègle et jovial, Dempsey joue du banjo et chante, multipliant les grimaces et les pauses comiques, des situations de comédie qui précèdent les bouffées de violence. Dans 20 000 lieues sous les mers, déjà, Ned Land jouait du banjo et chantait, accompagné d'une otarie. Au demeurant, on peut établir un parallèle entre ces deux films. La liberté est le credo de Dempsey comme de Ned Land. Indocile et nerveux, Dempsey haït les barbelés et ceux qui les posent, bornant ainsi la prairie et limitant de fait son droit de circulation. Dempsey aime les vastes espaces, l'Ouest sauvage. Tout aussi indocile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.